On est à la veille de Noël, mais en janvier, il y aura cadeau, le prélèvement à la source, voilà, qui entrera en vigueur le mois prochain. Donc, vous le savez, votre feuille de paie sera amputée, donc, ce qui est normal, de l'impôt sur le revenu, qui sera prélevé directement. Y a-t-il, tiens, des pièges cachés? Il y en a des pièges cachés dans cette réforme, et est-ce qu'on vous a vraiment tout dit? Et en tout cas, lui, il va tout vous dire. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, donc, journaliste au magazine Revenu. Est-ce que vraiment, parce que c'est comme ça que ça nous a été vendu, hein, on nous a dit, ouais, ça va nous simplifier la vie, ça va simplifier la vie des contribuables, le PS, le prélèvement à la source. Vous êtes dubitatif quand même, hein? Oui, en fait, je pense que ça ne va pas du tout simplifier la vie du contribuable, ça va quand même la lui compliquer. Et il faut d'ailleurs tordre le cou à quelques idées reçues. La première d'entre elles étant d'ailleurs, comme vous dites, cet argument de vente qui est que ça conviendrait à tout le monde. En réalité, 55% des contribuables en France ne payent pas l'impôt sur le revenu, donc ne sont pas concernés. En général, quand on les interroge, les gens sont toujours favorables à une réforme qui ne les concerne pas. Sur les 45% qui restent, vous en avez 15 à 20% qui ont un impôt sur le revenu assez modeste. Donc, bon, ils sont relativement neutres, on va dire, par rapport à la réforme. Mais en réalité, ceux qui sont vraiment concernés, c'est à ceux-là qu'on aura dû poser la question. Et pour eux, ça va être le cauchemar et l'usine à gaz. Je rappelle que l'impôt sur le revenu en France est très concentré. 10% des foyers, en fait, payent 70% de la totalité de ce qui est récolté, c'est à eux des qu'on doit recettes. Poser la question. Voilà. Et même 2% payant en fait 40% du total. Vous voyez, donc c'est un impôt qui est fortement concentré. Il y a un terme qu'on a découvert dans la bouche du gouvernement, c'était le mot contemporanéité. C'était l'avantage mis en avant, justement, parce que l'impôt deviendrait contemporain de ses revenus, donc synchronisé. C'est vrai ou c'est faux? Mais en fait, ce n'est pas tout à fait exact. Là aussi, il y a un petit peu d'enfumage parce que si on reprend, si vous voulez, donc le système ancien est connu de tout le monde. En gros, on gagnait un an de trésorerie. Hein. C'est-à-dire que en N+1, on payait un impôt qui était sur l'année précédente, mais sur une déclaration que vous aviez faite et où tout était connu. Les revenus finaux étaient tous connus et le taux de l'impôt donc était connu une seule fois, hein, de façon définitive. C'est son paiement qui parfois était décalé. On payait en 3/4 ou on payait en 10 mois pour les mensualiser. Voilà. Mais enfin, il y avait une certaine certitude. En revanche, là, on s'engage avec ce prélèvement à la source à la française. Je dirais, ce que vous verrez, on en reparlera, c'est une exception française. L'impôt mensuel qui va être prélevé dès le mois de janvier 2019, il est assis sur les revenus de 2017, hein, puisque la dernière déclaration dont on dispose est de mai 2018, c'était pour les revenus 2017, donc N-2. Et or, il s'agit donc que d'une estimation. Elle peut donc être différente de ce qui se passe en 2019. Et en fait, ça ne va pas se faire tout de suite parce qu'il va y avoir un premier ajustement en fait, qui va être fait en mai 2019, puisqu'on va faire la déclaration des revenus 2018. Et donc là, au 1er septembre, on va avoir un nouveau taux qui sera… 1er septembre 2019, il y aura un deuxième taux. Il y aura un deuxième taux de prélèvement, mais qui en fait correspond à l'année 2018. On n'est toujours pas en 2019. Donc vous voyez que ce qu'on appelle le prélèvement à la source, en fait, dans cette version, qui est une version très française, un petit peu à part, en fait, il y a deux taux, on va revenir dessus. Donc en fait, la réforme, elle met fin au décalage d'un an. Elle fait perdre en fait, aux contribuables l'avantage de trésorerie qu'il avait avant. Finalement, il fait une avance à l'État, mais en fait, il suffisait de généraliser le prélèvement mensuel automatique. Hein, 70%, il restait 30%, on l'imposait à tout le monde. On ne parlait plus de ce décalage, mais enfin, en tout cas, l'argent arrivait plus régulièrement dans les caisses de l'État. Ça aurait été quand même beaucoup plus simple. L'un des grands axes de communication du gouvernement autour du prélèvement à la source, c'est de dire que ça va simplifier les contraintes administratives, encore une fois, du contribuable. Vrai ou faux? Je pense que c'est plutôt faux parce que, encore une fois, et là il faut aussi tordre le cou ou dire que, enfin, oui, tordre le cou à certaines idées reçues où on entend des choses quand même qui sont quand même des sornettes. Notamment le fait de dire que c'est comme chez nos voisins européens. Mais non, justement. Si on avait fait comme chez nos voisins européens, on aurait fait quelque chose de très simple, comme ça se produit effectivement en Bretagne, en Allemagne, dans d'autres pays, c'est qu'on aurait pris effectivement à la source sur les revenus d'activité, c'est-à-dire sur la feuille de paye, quelque chose qui correspond à des tranches de salaire. Donc on aurait bien eu un prélèvement à la source, correspondant à la tranche de salaire, un impôt progressif, comme on le fait d'ailleurs très bien sur les cotisations sociales. Et là, on aurait eu un prélèvement à la source sur la partie de travail. Et effectivement, après, le contribuable, s'il a une situation plus compliquée ou familiale, peut, dans une déclaration, s'arranger avec l'État, si j'ose dire, de ces déclarations subsidiaires. Mais là, ce n'est pas ce qui a été choisi. On demande à un tiers collecteur, l'employeur, la caisse de retraite ou Pôle emploi, de prélever au nom de l'État la totalité de l'impôt du contribuable, donc pas uniquement ses revenus, l'impôt sur ses revenus du travail. Au nom de quoi? Pourquoi ces organismes sont censés faire le boulot
pour l'État. C'est assez curieux et ce n'est pas ce qui se passe chez nos voisins européens. Et là, on voit que c'est un peu comme les 35 heures, l'ISF ou l'IFI, on fait une exception, un truc très français qu'on ne va pas trouver ailleurs, on va être les seuls à le faire, et qui est quand même assez curieux parce que le contribuable va toujours faire sa déclaration chaque année, mais en plus, il va devoir être responsable de vérifier le trop perçu et le moins perçu. S'il a trop versé, tant pis pour lui. Si on lui a trop prélevé. Voilà, si on lui a trop prélevé, il va récupérer 18 mois après, sauf s'il y a un écart de plus de 10% et qu'il en fait la demande, mais 18 mois après, il va récérer en fait ce qu'il a trop versé. Oui, puisqu'en fait, il faut attendre la déclaration suivante qui va ajuster et donc ensuite la prise en compte le 1er septembre. Si c'est un moins perçu, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est à lui de dire, de se signaler, parce qu'il risque une pénalité de 10% s'il ne s'est pas signalé pour dire à l'administration fiscale qu'en fait, il verse peu, enfin pas assez par rapport à ce qu'il doit. Oui, alors je cherche quand même des points positifs. L'impôt sera réglé en une seule fois. Eh bien non, justement, c'est ça la particularité de cette réforme, c'est qu'en fait, on vient de le voir en fait, en réalité, et finalement c'est un processus sur 3 ans avant que le taux réel de 2019 soit vraiment connu, mais c'est surtout qu'on va créer des univers différents. On crée un premier univers où on prélève à la source sur la feuille de paye ou la pension de retraite ou l'allocation chômage. Mais à côté de ça, il y a d'autres revenus où il ne va pas y avoir de tiers collecteur. Par exemple, c'est tout ce qui sont les revenus fonciers. Où là, en fait, le fisc va prélever directement sur le compte du contribuable un acompte mensuel ou trimestriel si le contribuable en fait la demande, qui sera assis là encore sur la déclaration de l'année précédente. Donc il n'a rien à voir avec la réalité de l'année en cours. Et donc il y aura après un ajustement, etc. Et les revenus du capital financier, donc tout ce qui est lié aux intérêts, aux dividendes, aux coupons, etc., ou aux plus-values immobilières, en fait ne sera pas à la source, va rester dans l'ancien système et donc continuera à vivre sa vie de la même manière qu'avant. Donc en fait, on ne simplifie pas du tout, on crée une complexité supplémentaire dans cet univers qu'on appelle à la source. Oui, mais il y a un taux de prélèvement, pardon Laurent, qui sera affiché dès janvier, donc on y voit un peu clair quand même, non? Alors non, justement, parce qu'en fait, et c'est ce qu'on évoquait à l'instant, c'est qu'en fait, il y a 2 taux dans l'année. Le taux du 2 janvier 2019 est en fait le taux de 2017, des revenus 2017, donc il va être une première fois corrigé à l'occasion de la déclaration de mai 2019 sur les revenus de 2018. On aura un nouveau taux donc au 1er septembre 2019 qui va s'appliquer sur la feuille de paye, mais ce ne sera toujours pas le taux définitif de l'année 2019, puisqu'on ne le connaîtra qu'en mai 2020, au moment où les contribuables feront leur déclaration sur les revenus 2019 et il sera appliqué au 1er septembre 2020. On s'est engagé, là. Donc en fait c'est d'une incroyable complexité, c'est-à-dire que le contribuable va faire des avances à l'État sur la base d'une estimation qui va être révisée 2 fois et en fait ne connaîtra finalement le prélèvement final dû, l'impôt final dû que bien plus tard. Donc c'est effectivement, il n'y a pas un seul taux, il y en a au minimum 2 et en réalité il y en a 3. Dans l'exemple que je vous ai cité, qui est celui de la mise en œuvre de la réforme, il y a en fait 3 taux avant qu'on connaisse le définitif. Alors je cherche encore des trucs, mais sur les dépenses qui ouvrent droit à des crédits d'impôt, il nous a dit le gouvernement qu'on toucherait ces crédits d'impôt 60% quasiment, oui. 60% Alors, c'est vrai dès que le 15 janvier prochain. Oui, tout à fait. Alors là, c'est indéniablement une très bonne nouvelle. Là, il y a eu, sous l'effet de la pression, alors peut-être aller même trop loin, puisque finalement, l'État, alors pour le coup, va faire un chèque de 60%. Donc, dans le cas général, les gens qui ont des réductions et des crédits d'impôt récurrents, effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça vient effectivement, garde à domicile. Voilà, ça vient effectivement alléger le problème de trésorerie que ça aurait pu leur poser. Alors, effectivement, pour me faire l'avocat du diable, je vais quand même vous citer 2 exemples où ça va être plus problématique. C'est-à-dire que les gens, en fait, ceux qui en fait ont arrêté d'avoir une aide à domicile ou d'avoir une nounou à domicile en 2017, par exemple, ils vont recevoir un super chèque ou un super virement le 15 janvier, sauf qu'il faudra le rendre, puisqu'en fait, et ils ne pourront pas le rendre tout de suite. Et il faudra le rendre quand on leur demandera, ou en fait dans la procédure qui va être établie, alors qu'en fait, ils n'y ont pas le droit. Et en revanche, ceux qui ont embauché une nounou ou une aide à domicile en 2018, ils n'auront rien du tout. Voilà, et donc c'est un petit peu pénalisant quand même, mais je reconnais que ce sont 2 cas particuliers. Bon, question sur le traitement fiscal qui est réservé aux travaux dans l'immobilier locatif pour les revenus fonciers. Il se passe quoi? Alors là, effectivement, ce n'est pas une bonne nouvelle, puisqu'en gros, pour tous les propriétaires qui ont un bien immobilier en location, il vaut mieux ne pas faire de travaux en 2018 ou en 2019, parce qu'en réalité, ils ne pourront que déduire 50%. Alors là, je vous explique. Alors, la recommandation, c'est attendez 2020, parce que là, vous reviendrez à la situation classique, vous déduisez les travaux à 100% de vos charges. Alors pourquoi? Parce qu'en 2018, vous avez le droit de les déduire à 100%, mais comme en 2018, il y
a cet effet d'annulation de l'impôt sur les revenus courants, en réalité, vous aurez 100%, mais qui serviront à rien, puisque en fait, ils porteront sur une masse qui ne sera pas prise en compte. C'est pas reportable Alors, du coup, pour éviter que tout le monde reporte à 2019 les travaux, on a fait un dispositif anti-optimisation, c'est-à-dire qu'en 2019, on ne pourra déduire que 50% de la somme totale, enfin des travaux de 2018 et 2019. Donc en fait, c'est quand même assez pénalisant, c'est quand même la moitié, hein, vous pouvez déduire que la moitié. Et en fait, le critère d'urgence qui est le seul recevable en 2019, c'est vraiment catastrophe naturelle, effraction du domicile, fuite grave qui nécessite des travaux de plomberie. Donc ça peut quand même être le cas, mais c'est disons très restrictif, il faut être sûr de respecter les critères. Donc en fait, là, dans ce cas précis, si possible, il vaut mieux attendre 2020, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour les artisans et les entrepreneurs. On est quand même à la veille de Noël, on va tirer, il y a du positif quand même dans cette réforme. Oui, alors il y a quand même des cas de figure effectivement où c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors on peut en citer au moins deux. La naissance d'un enfant. Avant, il fallait attendre effectivement la déclaration de l'année suivante et donc la situation a été prise en compte avec un an de décalage. Ouais. Le prélèvement dit à la source va faire que là, vous pouvez vous manifester auprès de l'administration fiscale dans les 60 jours en cas de naissance, par exemple, d'un enfant. Ouais. Et naissance d'un enfant, ça veut dire départ supplémentaire dans le foyer, donc une réduction d'impôt. Ouais. Et elle pourra, le fisc s'engage à le transmettre à l'employeur dans les 3 mois et donc l'employeur devra adapter le taux. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on va dire c'est un impact, enfin une prise en compte plus rapide pour le foyer contribuable. Autre exemple, quand vous avez une forte baisse de revenus, c'est vous perdez votre emploi, donc après vous passez en système de l'allocation chômage, donc vous avez moins de revenus, ou vous partez à la retraite en 2018, donc vous avez moins de revenus ensuite. Là, c'est des cas de figure où en fait, il y a plutôt un effet d'aubaine, parce que vous pourrez signaler plus vite qu'avant le fait que vous avez une baisse de revenus et demander une adaptation des taux. Mieux. Et pour rester sur cet exemple, par exemple, quelqu'un qui part à la retraite en 2018, en fait, comme en plus 2018, c'est peut-être sa meilleure année, et en fait, ce sont les revenus qui ne vont pas être imposés en tant que tels pour les revenus courants. Et il va passer ensuite en 2019 avec un taux différent qui sera adapté à sa pension de retraite. Il devra quand même tout de même sans doute déclarer en revenu exceptionnel, là ce sera imposé, une éventuelle prime de départ. Mais globalement, c'est un cas de figure où il y a effectivement un effet d'aubaine pour ceux qui sont partis à la retraite en 2018. En tout cas, ceux qui ont un doute que ce système de prélèvement à la source ne soit pas une usine à gaz en sort pour leurs frais, parce qu'on a compris que c'était quand même pas ça. Il y a 2 ou 3 taux, on a vu là. Voilà, 2 dans l'année, et en réalité, c'est le troisième qui vous permettra de savoir vraiment, finalement, en 2020, qui permettra de savoir quel est le taux réel de votre impôt de 2019. Bon, pour plus de détails, plus d'infos donc là-dessus, il y a évidemment le revenu hebdo cette semaine, avec notamment un dossier spécial qui donne toutes les réponses aux questions que bon nombre de contribuables sont amenés à se poser. Merci beaucoup, Laurent Saillard. Merci David. Bonne fête. Merci pour ces bonnes nouvelles. Allez, bye, à bientôt. Au revoir.